Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui notre cycle de webinaires consacré au thème le régionalisme africain entre renouveau et désenchantement. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAD accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Et les séminaires qu'il organise répondent donc à ce double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Patience Loubier, doctorante et assistante vacataire en sciences politiques à l'Université Gaston Berger. Je prépare une thèse sur les dynamiques sécuritaires en Afrique, intitulée L'Union africaine et les communautés économiques régionales face à la problématique sécuritaire en Afrique, dans une perspective comparée CEDEAO-CEAC de 2002 à nos jours. L'objectif étant d'abord d'évaluer au travers d'une analyse comparée les mécanismes de gestion et de résolution des conflits dans les deux sous-régions, ensuite d'analyser et de comprendre les dynamiques de coopération entre les organisations régionales et continentales au regard de la recrudescence des crises sécuritaires qui émaillent le continent. Cette analyse est d'autant plus importante qu'elle permet d'examiner comment la CEDEAO, en tant qu'organisation sous-régionale pionnière, a su développer des mécanismes de collaboration avec l'Union africaine tout en préservant ses spécificités. Et afin de saisir ces particularités, dans le contexte du séminaire d'aujourd'hui, nous allons examiner la CEDEAO en retraçant son évolution depuis ses débuts, ses réussites et ses revers. À cet effet, nous accueillons aujourd'hui M. Ibrahima Kane, qui nous fait l'honneur d'être notre premier intervenant dans ce cycle de séminaire. Bonjour, M. Kane. Bonjour, madame. M. Kane est un juriste de formation avec une expertise approfondie en droits humains et en droit africain. Son parcours professionnel est marqué par un engagement constant dans la protection et la promotion des droits humains en Afrique. Il a été directeur du plaidoyer auprès de l'Union africaine, conseiller spécial à la Fondation Open Society depuis 2007, conseiller juridique principal chez Interright au Royaume-Uni pendant 10 ans et directeur du programme au Centre canadien de coopération internationale, en sigle CECI. Ces domaines d'expertise couvrent les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes, la migration et l'apatridie, les technologies et droits humains, la lutte contre le terrorisme, les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains. M. Kane a par ailleurs collaboré étroitement avec diverses institutions africaines, comme la Commission africaine des droits de l'homme, l'Union africaine, les cours de justice régionales, celles de la CEDEAO et de la CEA, donc la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a participé à la rédaction de textes juridiques importants, notamment le protocole sur l'éradication de l'apatridie paru en 2024, et a produit de nombreux articles sur l'Union africaine et les droits humains. Enfin, de 2005 à 2011, il a été chargé de cours associés à la faculté de droit de l'Université d'Essex au Royaume-Uni. La présentation de M. Kane va durer environ 45 minutes. Ensuite, elle sera suivie d'une session interactive de questions-réponses d'environ 45 minutes également, pour nous permettre d'approfondir certains aspects spécifiques. Monsieur Kane, la parole est à vous. Merci beaucoup, Patience, et merci au LASPAD de m'offrir une opportunité pour échanger avec ces étudiants sur un thème qui me paraît important dans le contexte actuel, puisque la CEDEAO, comme vous le savez, vit des problèmes, et des problèmes assez sérieux, puisque certains de ses États membres ont décidé de la quitter. Et aussi, on est dans un contexte où les mécanismes continentaux et régionaux qui ont été créés depuis l'OUA jusqu'à présent sont dans un état assez compliqué. Au moment où on parle, la conférence des chefs d'État
et le gouvernement de l'Union africaine se tient actuellement à Addis Abeba. Et cette organisation est aussi en train de vivre des moments critiques parce que, n'étant plus capable de répondre à l'ambition qui avait été placée en elle par les citoyens africains. Donc, nous sommes dans un contexte donc assez particulier, et parler de la CEDEAO vraiment me paraît être un bon début de compréhension de ces difficultés, parce que la CEDEAO a été une organisation connue en Afrique comme étant celle qui vraiment tient toutes les promesses de l'intégration africaine. Alors, je vais essayer pendant les 45 minutes que vous m'accordez de faire une présentation de la CEDEAO. Vous savez, quand on essaie de comprendre comment ces institutions en sont arrivées à cette situation, il est toujours utile, toujours important, toujours essentiel de comprendre leur trajectoire, de comprendre leur histoire. Et cette approche historique, cette approche institutionnelle permet de bien cerner ces difficultés-là et d'avoir une idée de la trajectoire et même de l'avenir, parce que aujourd'hui, ce que j'ai essayé de poser comme question, c'est celle de savoir est-ce que la CEDEAO a un avenir, vu tous les problèmes que cette organisation rencontre aujourd'hui. Alors, je vais pas présenter à proprement parler un PowerPoint, mais je vais vous montrer un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de bien saisir tous les enjeux de la situation actuelle que vit la CEDEAO et que vit l'intégration régionale et continentale en Afrique. Donc, en essayant de jouer sur les mots ECOWAS, qui est la communauté CEDEAO en anglais, voilà ce qu'elle était avant le départ des 3 pays de l'AES, et voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et tout cela vous montre à quel point on est dans une situation assez compliquée, puisque on est dans une région qui vient de perdre la moitié de son territoire, 20% de sa population et à peu près 10% de son produit intérieur brut, ce qui n'est pas une mince affaire. Le départ des États de l'AES coupe même la CEDEAO de certaines de ses frontières naturelles qui étaient l'Afrique du Nord et dans une moindre mesure une partie de l'Afrique centrale. Si on prend le Tchad, par exemple, comme étant un État clé dans cette Afrique centrale. Alors, pour essayer de bien saisir comment on en est arrivé là, je pense qu'il est vraiment utile, important de comprendre comment la CEDEAO est née. Qu'est-ce qui a poussé les 16 pays à l'époque de l'Afrique de l'Ouest à travailler pour donner à l'Afrique l'une des organisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est considérée comme celle qui a toutes les promesses d'arriver à l'intégration régionale. Alors, mais avant de venir à cette question, j'aimerais quand même faire présenter 2 citations qui vont vous montrer 2 aspects importants de cette histoire que l'on doit prendre en considération. La première, c'est la citation d'un universitaire nigérien qui disait, et je le cite, que la maîtrise de leur destin par les peuples africains est indissociable de la construction d'un système mondial qui n'y s'oppose pas. La domination économique actuelle du continent n'enlève cependant pas les responsabilités des classes dirigeantes qui collaborent à l'appauvrissement de leur peuple, auquel ils refusent, par ailleurs, toute expression démocratique et à la marginalisation du continent. Cette citation met en exergue un certain nombre de problèmes. L'intégration, c'est aussi un moyen pour les Africains de maîtriser leur destin en tant que peuple. L'intégration, c'est pour les Africains une manière de bâtir un système économique, un système politique
qui doit vraiment mettre l'Afrique au cœur du fonctionnement du système international. Et ensuite, est-ce qu'il peut y avoir une intégration économique si la démocratie n'existe pas dans les pays qui en sont membres et si le continent lui-même ou la région elle-même est marginalisée? Ça, je pense que c'est des enjeux importants auxquels on va devoir essayer de répondre pendant ces 45 minutes-là. La deuxième citation, elle vient d'un universitaire, d'un juriste, puisque je suis juriste de formation, un juriste qui donne une idée claire de ce que sont les institutions régionales et les institutions internationales. Il dit que, et je le cite, « Les institutions, à la différence des satellites, demeurent rarement sur l'orbite où leur créateur avait entendu les placer. L'événement, le milieu, la personnalité des hommes et des femmes qui les incarnent déterminent leur trajectoire. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on va parler d'une institution, la CEDEAO, mais la trajectoire de cette institution, ce n'est pas celle qui est dans le texte fondateur de l'institution. Ce sont les événements, c'est le milieu dans lequel il évolue, c'est aussi les personnes, les hommes et les femmes qui ont eu la charge de la diriger, qui vont eux aussi déterminer la trajectoire de cette institution. Donc, en ayant tous ces éléments-là à l'esprit, on peut maintenant commencer à parler de la CEDEAO. Mais je pense qu'il est important, avant de parler de la CEDEAO en tant que telle, de donner une petite idée de ce que c'est que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est cette région du continent qui se trouve au sud du Sahara et qui est limitée au nord par le Sahara, à l'est par l'Afrique de l'Ouest, au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. C'est une région qui est composée de 16 États, mais aujourd'hui, seuls 15 sont membres de la CEDEAO. La Mauritanie ayant décidé en 2000 de quitter l'organisation régionale pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est aussi une des régions les plus pauvres du monde. Sur les 15 pays qui composent la CEDEAO, seuls 3 sont des pays qui ne sont pas pauvres. Les 12 autres sont des pays les moins avancés du monde. Donc c'est la région, économiquement, c'est la région la plus pauvre du monde. Ça vous donne une idée vraiment des défis que la CEDEAO doit relever. La deuxième caractéristique de cette région, c'est que c'est une région qui vit un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes existentiels. Le changement climatique, depuis les années 70, cette région vit un cycle ou bien des cycles de crise climatique, sécheresse et autres qui ont complètement transformé cette région. Pour prendre le Sahel central comme exemple, si vous prenez la vallée du Niger, entre 1970 et maintenant, cette vallée du Niger a presque perdu 40% de sa superficie arable, créant des problèmes d'existence, non seulement aux populations, aux cheptels, parce que la majorité des populations qui vivent dans cette région sont des pastoralistes et des agriculteurs, et créant aussi des problèmes de conflits entre ces différentes communautés. Deuxième grande caractéristique de cette région, c'est aussi une région qui vit des conflits énormes, des conflits politiques. On parle de terrorisme quelque part, on parle de mouvements irrédentistes dans certaines régions. Même un pays comme le Sénégal a vécu pendant plus de 20 ans une crise dans sa partie australe, la Casamance, où un mouvement, le MFDC, avait voulu séparer cette partie du reste du Sénégal. Donc, le Libéria, la Sierra Leone, pour ne parler que ces crises, de ces conflits-là, ont failli pratiquement détruire totalement la région, mais heureusement que les dirigeants, notamment à travers les actions de la CEDEAO, ont pu
trouver des solutions. Ça, c'est la deuxième grande caractéristique de cette crise. Et ces deux problèmes que je viens de citer expliquent aussi tous les problèmes sociaux, économiques que cette région rencontre. C'est une région de disparité entre les populations, de discrimination de toutes sortes. Discrimination basée sur l'âge, discrimination basée sur le travail et sur les origines, discrimination basée sur le sexe. C'est vraiment une des régions où ces discriminations-là sont les plus criardes sur le continent africain. Donc, j'arrête un tout petit peu cette description un peu macabre, mais en mettant aussi en exergue le fait que c'est une région qui est très riche. Riche de ressources minérales, riche grâce au pétrole, grâce au gaz, grâce aux ressources minières, telles que il y a un pays, par exemple la République de Guinée, qui a été considéré par beaucoup d'acteurs comme étant un scandale géologique, tant ce pays regorge de ressources qui lui permettraient vraiment d'offrir des moyens à pratiquement toute cette sous-région. Je ne parle pas du Nigeria, je ne parle pas de l'or qui, même depuis la période antécoloniale, avait toujours caractérisé l'exploitation de l'or avait toujours caractérisé cette région. Et donc, c'est vous dire que ces paradoxes-là que nous vivons, régions riches, mais régions aussi pauvres, font que la CEDEAO est aujourd'hui vraiment une région à observer et une région dans laquelle les problèmes qui se retrouvent reflètent la réalité du continent, et ce serait bon de voir comment cette région-là règle ses problèmes, et cela nous aidera aussi à comprendre les enjeux ailleurs. Alors, pour parler de la, comment dirais-je encore, de la CEDEAO, on doit, me semble-t-il, commencer à mettre en exergue les problèmes d'intégration et de régionalisme. C'est quoi le régionalisme quand on parle en termes de relations internationales? Alors, puisque je suis devant des universitaires, et pour faire un peu simple, je dirais que le régionalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une forme de l'intégration qui intègre plusieurs aspects, aspects économiques, aspects politiques, aspects sociaux et aspects culturels dans une région. Et l'ambition de la région en termes de régionalisme, c'est aussi une ambition politique qui permet vraiment d'apporter une cohérence et une identité à la région. Donc le régionalisme, au-delà de ses aspects économiques, politiques et sociaux, c'est d'abord une ambition politique, d'apporter une cohérence et d'apporter une identité à une région. Si vous prenez par exemple l'intégration régionale européenne, c'est d'abord une identité européenne, c'est aussi apporter une cohérence dans les relations entre les États européens. Mais cette cohérence-là, cette identité-là repose sur quelque chose, repose sur des idées, repose sur des idéologies, repose sur des programmes politiques et repose sur des objectifs qui vraiment cherchent à promouvoir cet espace social identifié comme étant un projet régional. Donc, ces aspects-là me paraissent vraiment importants dans la compréhension du régionalisme de façon générale, mais aussi du régionalisme africain de façon plus pratique et du régionalisme au niveau de la CEDEAO. Et donc, enfin, quand on regarde ces idées, quand on regarde ces programmes et autres, tout système régionaliste postule la définition d'une stratégie et postule aussi sa mise en œuvre par un certain nombre d'institutions qui peuvent être les institutions régionales, et on verra tout à l'heure au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest avec au niveau de la CEDEAO. Alors, parlant de la CEDEAO maintenant,
je pense il serait important d'avoir une idée de comment la CEDEAO est née. Au plan des idées, je pense que on peut remonter à très loin pour comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, l'idée de travailler pour qu'une Afrique de l'Ouest soit cohérente, pour qu'une Afrique de l'Ouest soit vue comme une entité sur le continent, est une idée qui est pratiquement née à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puisque la fin de la Seconde Guerre mondiale a aussi coïncidé à une réunion importante du panafricanisme qui a eu lieu à Manchester en 1945, en octobre précisément 1945, ce 5e congrès du panafricanisme avait déjà, à l'époque, sous la houlette de Kwame Nkrumah, qui se révélait déjà comme étant un acteur important du mouvement panafricaniste. Et c'est à l'occasion de ce congrès de Manchester que Nkrumah avait déjà mis en exergue, et bien sûr d'autres acteurs de la région avaient mis en exergue l'idée de création d'un secrétariat national ouest-africain. Et ce secrétariat devait travailler dans le cadre d'une fédération panafricaine pour sensibiliser les populations et les classes ouvrières des pays impérialistes, comme il le disait, sur les problèmes de l'Afrique de l'Ouest, combattre la menace de division territoriale artificielle et œuvrer pour l'unité et l'harmonie entre tous les peuples ouest-africains opposés à l'impérialisme. Son but, le but de ce secrétariat national ouest-africain, c'était de consolider un front ouest-africain pour une indépendance nationale ouest-africaine unie. Donc l'idée, c'était de travailler pour que tous les territoires ouest-africains aillent ensemble à l'indépendance sous une forme unitaire. N'oubliez pas qu'à l'époque, nous étions dans une situation, comment dirais-je encore, coloniale, et que si vous regardez la carte que je vous ai présentée, l'Afrique de l'Ouest se présentait de la façon suivante. On avait une Afrique occidentale française en vert, et on avait un certain nombre de pays, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Gambie qui ne faisaient pas partie. Et donc l'idée de ce secrétariat, c'était de faire en sorte du Nigeria jusqu'en Mauritanie qu'il y ait une seule entité. Alors, bien sûr, ça c'était la volonté des Ouest-Africains, mais comme on était dans un contexte colonial, ce n'était pas vu de la même manière par les puissances coloniales. Vous savez qu'il y avait une Afrique occidentale française, mais une fois que la France a perdu la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, si je puis dire, et que la France était aussi en situation difficile en Algérie, la France, parce que une partie de sa puissance au niveau des relations internationales dépendait de sa présence en Afrique, avait décidé d'agir autrement sur ces territoires africains, non seulement de l'AOF, mais aussi de l'AEF. Elle avait décidé en 1957 que ces unités territoriales qui existaient soient maintenant divisées en petites entités pour permettre à la puissance coloniale française de mieux contrôler ses États. Et donc, plutôt que de pousser l'AOF vers l'indépendance, on a fait en sorte que toutes les entités qui existaient au sein de l'AOF puissent être des petites unités et puissent aller à l'indépendance en 1960. Donc, on s'est retrouvé avec, dans l'AOF, une région qui a finalement abouti en 1960 avec la création de 7 pays au lieu d'une seule entité. Il y a eu, pendant cette période-là, vers la période des indépendances, plusieurs entités qui ont été créées malgré tout par les dirigeants ouest-africains qui avaient quand même
une vue, une pensée panafricaine et qui vraiment voulait tout mettre en œuvre pour que l'Afrique aille unie, surtout l'Afrique de l'Ouest, aille unie à l'indépendance. Il y a eu la Fédération du Mali entre le Sénégal et le Soudan français, qui est devenu plus tard le Mali. Il y avait une union douanière de l'Afrique de l'Ouest qui avait été créée en 1959, qui regroupait un certain nombre de pays francophones. Il y avait un conseil de l'entente qui avait été créé sous la houlette de la colonie de Côte d'Ivoire. Et il y avait même une union des États africains qui était composée du Mali, du Ghana et de la Guinée, qui voulait non seulement une indépendance immédiate, mais aussi une unité immédiate entre les pays. Mais toutes ces stratégies-là n'ont pas fonctionné parce que, justement, les puissances coloniales s'y sont opposées. Si vous regardez la carte de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, un des problèmes de l'empire colonial français, c'était le Nigeria. Le Nigeria se trouvait divisé pratiquement l'empire colonial français en deux, et le Nigeria empêchait l'unification de cet empire colonial. Tout ce que les Européens, les Français ont fait pendant la période coloniale, c'était de tout mettre en œuvre pour détruire cette entité coloniale nigériane. Ils n'ont pas pu, du fait du soutien que le Nigeria avait de la part du Royaume-Uni, mais aussi du fait que les Nigérians eux-mêmes avaient tout fait pour maintenir leur unité. Et lorsque le Nigeria a accédé à l'indépendance en 1960, et que les Français ont disloqué leur empire en de multitudes d'États, tout avait été fait pour vraiment faire en sorte que ce Nigeria-là ne puisse pas avoir de bonnes relations avec les États. Malgré tout, le Nigeria a développé de bonnes relations avec ses voisins et le Nigeria a tout mis en œuvre pour aussi combattre la puissance coloniale française, notamment lorsque la France avait organisé un essai nucléaire en Algérie. Le Nigeria avait même rompu ses relations diplomatiques avec la France pour montrer à quel point elle tenait à une entité africaine qui défendait ses intérêts. Et donc, pour la France, si elle voulait maintenir sa puissance sur le continent, il fallait tout mettre en œuvre pour que le Nigeria ne puisse pas être vraiment cette puissance économique, parce que c'était déjà un pays avec une grande population et un pays avec un potentiel économique, notamment grâce au pétrole que l'on a découvert dans sa partie australe. Quand la guerre civile a éclaté au Nigeria en 1967, notamment à cause du pétrole, la France a tout fait pour soutenir cette guerre civile, pour soutenir le mouvement de libération au Nigeria, et a utilisé deux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Gabon, pour fournir des armes aux rebelles nigérians. Malheureusement, le projet de séparation de cette partie du Nigeria a échoué. Et une fois que le Nigeria a gagné la guerre de l'unité nationale, l'ambition des dirigeants nigérians à l'époque, c'était de tout mettre en œuvre pour que leurs relations avec les États de l'Afrique de l'Ouest soient de bonnes relations. Et c'est de là qu'est née l'idée de création de la CEDEAO. Faire en sorte que les relations entre le Nigeria et le reste de l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone, puissent vraiment servir la cause de la région. Et ce travail-là a pu être fait avec le président à l'époque du Nigeria, qui était Yakubu Gowon, et en relation avec un président francophone, qui était le président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Pourquoi le Togo? Parce que le Togo n'a jamais été une colonie française. Le Togo est tombé dans l'escarcelle française simplement à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que le Togo était une entité qui était colonisée par l'Allemagne. Et lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, tous les territoires
que l'Allemagne avait occupés ont été remis aux États qui ont remporté la Première Guerre mondiale et ils avaient un mandat. C'est le cas de Togo, c'est le cas de la Tanzanie, c'est le cas du Cameroun. Et donc, les dirigeants togolais à l'époque n'avaient pas de bonnes relations avec les dirigeants français. Et Gnassingbé Eyadema a joué sur ça pour développer de bonnes relations, une bonne entente avec le Nigeria, jusqu'à travailler pour la réalisation de la CEDEAO. Donc, à partir de la fin de la guerre civile en 1970, dès 1972, une première réunion s'est tenue pour que le Nigeria et les États de l'Afrique de l'Ouest puissent commencer à discuter de cette idée de création d'une entité régionale. De 72 à 1975, les discussions ont eu lieu et c'est en mai 1975 que finalement une réunion s'est tenue à Lagos au mois de mai et le 28 mai 1975, la CEDEAO est née. Mais les Français ne se sont pas pour autant considérés comme vaincus, puisque quelques années, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire contre la création de la CEDEAO, les Français ont tout mis en œuvre pour que les États francophones, qu'ils contrôlaient d'une certaine manière, créent aussi une entité et utiliser cette entité comme étant un moyen de négociation avec le Nigeria. C'est ainsi que la CEDEAO est née, la CEAO, pardon, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, est née en 1973 et que plus tard, quand il y a eu la crise du franc CFA en 1994, elle a été remplacée par l'UEMOA. Donc vous voyez que, en réalité, tout le travail, toute l'action des États africains pour mettre en place une unité, en tout cas une structure régionale, a été combattue par les puissances coloniales, surtout françaises, et que ce qui a été créé en 1975 n'est que le résultat d'un compromis. Et vous verrez d'ailleurs dans le texte qui a été adopté en 1975 qu'il y a une disposition particulière qui disait que la création de la CEDEAO ne doit pas empêcher la création d'autres structures, d'autres entités avec lesquelles la CEDEAO pourrait collaborer. C'est vous dire que la mise en place de la CEDEAO, non seulement elle a été douloureuse, mais elle a été aussi le fruit d'un compromis avec les anciennes puissances coloniales pour permettre aux Africains de se prendre en jeu. Et ça, c'est vraiment un élément important à prendre en considération. Et ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est que les États qui ont participé à la création de la CEDEAO sont des États qui sont nés de l'éclatement des empires coloniaux. Ce sont des États qui ont encore tous les attributs que leur ont donnés les États, les puissances coloniales, parce que les États qui vont créer la CEDEAO n'ont jamais été déconstruits et reconstruits pour vraiment servir la cause de leur population. C'était des États à qui on a octroyé l'indépendance et qui ont utilisé cet octroi de l'indépendance pour aller ailleurs. Parce que ça, c'est un élément important. Ça expliquera plus tard ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va vraiment... la CEDEAO qui va être créée en 1975, il va être une organisation, comme le dit l'article 1er de son traité, qui vise à promouvoir la coopération dans tous les domaines de l'activité. Ce n'est pas encore une organisation d'intégration, c'est une organisation de coopération. Alors, cette organisation de coopération, dans un contexte géopolitique qui est le contexte de la guerre entre l'Est et l'Ouest, ça va simplement être un moyen pour les pays de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir essayer de trouver leur chemin
dans ce contexte de division géopolitique entre l'Est et l'Ouest. Ça également, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération. Et d'ailleurs, cela est tellement vrai que lorsque la CEDEAO a organisé sa première réunion ministérielle après sa création, un certain nombre de problèmes se sont posés. À l'occasion de cette réunion qui avait eu lieu à Accra, on devait discuter de 5 protocoles. Le protocole sur la contribution des États au budget de la CEDEAO, le Fonds de coopération, de compensation et de développement, un mécanisme d'évaluation des pertes de revenus entre États en cas de libéralisation du commerce à l'intérieur de la communauté, la définition de ce qu'est un produit d'origine et la question de la réexportation à l'intérieur de la CEDEAO des produits importés. Sur toutes ces questions, il y en a 2 sur lesquelles les États ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus sur l'évaluation des pertes de revenus entre États en cas de libéralisation et ils ne se sont pas entendus aussi sur ce qu'était la définition du produit d'origine et peut-être et aussi sur la question de la réexportation à l'intérieur de la CEDEAO. Donc, c'est vous montrer que même dans un contexte où on voulait coûte que coûte aller dans le sens d'une coopération entre États, dès le début, les gens ont voulu s'arc-bouter sur ce qu'on peut considérer une certaine forme de souveraineté pour refuser cette intégration. Et ce handicap va vraiment être lourd à porter par la CEDEAO parce que c'est ce handicap-là de la souveraineté qui va vraiment faire en sorte que la CEDEAO va encore être dans les difficultés jusqu'au moment où je vous parle. En 1991, le monde a changé. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Ça a remis en cause les relations internationales. En Afrique, les États ont décidé de s'adapter à cette situation en créant une communauté économique africaine, un traité sur la communauté économique africaine adopté à Lagos. Et lors de l'adoption de ce traité, on a voulu avoir une approche de l'intégration économique, de l'intégration régionale, sous la même forme que l'intégration régionale qui avait été faite en Europe, en ayant des étapes. Et ces étapes-là ne correspondaient pas à la situation que vivaient les pays africains. Et ça également, ça a posé des problèmes parce que même si la CEDEAO, après, a révisé son traité en 1993 pour adopter une nouvelle approche de l'intégration qui est, cette fois-ci, promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique africaine, la question de la souveraineté des États s'est posée. On n'a jamais été, au niveau de la CEDEAO, dans une perspective de perte de la souveraineté, dans une perspective comme celle qui est aujourd'hui celle de l'Union européenne, d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une entité qui est supérieure aux États et qui puisse vraiment déterminer comment les choses vont aller pour les États, faire en sorte que les États aient des ambitions communes, que les États travaillent sur les questions économiques, sur les questions infrastructurelles ensemble. Mais toujours est-il que les États ont donné une partie et en ont repris une autre. Et ça a toujours fait en sorte que la question de l'intégration dans le contexte ouest-africain a toujours constitué un problème. Deuxième élément qu'on devrait mettre aussi en exergue et qui est lié aux relations que les États avaient entre eux, mais aussi aux relations que les États avaient avec leurs anciennes puissances coloniales, c'est la prolifération d'institutions régionales. Je vous ai parlé de la création, même avant de porter la CEDEAO sur les fonds baptismaux, de la CEIAO, mais il y a eu par la suite une multitude d'organisations au niveau sous-régional, le Liptako Gourma, le Mano River Union, l'OMVS, l'OMVG, qui ont constitué aussi des éléments. Et si vous prenez
le meilleur exemple que je peux vous donner, la CEDEAO et l'UEMOA, la question que l'on se pose est celle de savoir, mais à quoi sert l'UEMOA dans un contexte de la CEDEAO? Ils ont pratiquement les mêmes normes, ils ont pratiquement les mêmes objectifs, et pourtant, l'un n'est constitué que des États francophones, alors que l'autre est une entité plus large. Et aujourd'hui, on en est réduit pratiquement à faire en sorte que, plutôt que de travailler pour que la CEDEAO soit une entité unique qui travaille à mettre en place des normes communes, des règles communes et autres, on en est à discuter de comment l'UEMOA et la CEDEAO peuvent trouver des règles de convergence de manière à... Et ça, c'est vraiment un handicap pour l'intégration régionale. Il y a également un certain nombre de points qu'il est important de mettre en exergue. C'est vrai que quand la CEDEAO a été créée, elle est quand même parvenue à travers un certain nombre de politiques à vraiment faire avancer des causes. La cause de la libre circulation des personnes et des biens a été vraiment un des atouts de la création de la... Vous savez, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui autour de la table sont très jeunes, mais l'Afrique de l'Ouest a été une région où les expulsions massives de population étaient la règle. Jusqu'en 1980, le Nigeria, par exemple, avait expulsé 3 millions de ressortissants ouest-africains dans la région. Aujourd'hui, ça c'est du passé grâce au travail que la CEDEAO a réalisé. Et le dernier élément de cette stratégie-là, c'est la carte d'identité biométrique CEDEAO, qui permet à tout citoyen qui le détient de résider dans un pays, de mener toutes ses activités dans son pays, sans avoir à faire quelque formalité que ce soit à l'intérieur de ce pays. Ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable que la CEDEAO a réalisé et qui est bien. Mais cela n'a pas totalement mis un terme aux problèmes que les gens vivent. Vous allez à la frontière parce que c'est la frontière qui est le lieu où se produisent que l'on rencontre les difficultés. Et de ce point de vue-là, les frontières ouest-africaines sont encore des frontières qui sont des frontières où on a de sérieux problèmes. Non seulement pour pouvoir traverser la frontière, il faut payer des bakshish malgré le fait qu'on dispose de tous les papiers, mais en plus le transport des biens et autres, à cause des infrastructures et à cause d'autres facteurs sur lesquels peut-être on pourrait revenir, rend encore la libre circulation des personnes et des biens assez difficile dans la sous-région. Il y a eu beaucoup d'autres actions que la CEDEAO a menées, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'instant où les États pensent que leur souveraineté est concurrente de l'action de la CEDEAO, les États n'ont pas fait d'efforts pour internaliser les politiques, pour internaliser les normes de la CEDEAO à l'intérieur de leurs États et faire en sorte que les populations nationales puissent bénéficier de ça. Et ça continue de handicaper la CEDEAO en tant qu'organisation régionale parce que travailler pour l'intégration régionale et ne pas être en mesure de bénéficier au niveau national de ces règles-là, ça constitue un problème, un handicap très sérieux que les États jusqu'à présent n'arrivent pas à régler. Un autre problème que l'on devrait souligner au niveau de la CEDEAO et qui est encore lié à cette question de la souveraineté et autres, c'est le rôle des institutions régionales. Vous savez, quand une organisation comme la CEDEAO met beaucoup plus l'accent sur le cadre institutionnel que sur les autres actions, ça montre que l'agenda de l'intégration a échoué. Et la CEDEAO, depuis pratiquement 2006, est en perpétuelle réforme. Une réforme qui ne permet pas à l'organisation d'avancer, mais une réforme qui handicape lourdement
le fonctionnement de l'organisation. Tous les problèmes qu'on a rencontrés et qui expliquent en partie la sortie des États membres en tout cas la sortie des 3 États de l'AES, la région, c'est parce que les institutions de la région n'ont pas joué leur rôle. La commission de l'Union de la CEDEAO, qui devait être l'organe de mise en œuvre réelle des politiques de la CEDEAO, s'est révélée être une institution au service des chefs d'État et qui appliquait les mesures que les chefs d'État voulaient faire appliquer plutôt que d'appliquer les règles communautaires. Et ça a été un handicap. Des institutions comme la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une des institutions phares de la région, voit ces décisions ne pas être appliquées par les États. Un pays comme le Sénégal, par la voix à l'époque d'un Premier ministre, avait dit qu'il n'allait pas appliquer une décision de la CEDEAO, pas parce que la décision n'était pas juste, mais parce que la décision était liée à une situation qui mettait en avant une opposition que le gouvernement à l'époque ne voulait vraiment pas voir obtenir le respect de ses droits. Donc voilà un certain nombre de problèmes aussi qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle au niveau de la CEDEAO. Et à mon avis, puisque le temps qui nous est imparti arrive à son terme, pour que la CEDEAO puisse avancer, il est nécessaire de mettre en exergue un certain nombre de points sur lesquels les États doivent vraiment travailler. Le premier point, c'est la problématique de la supranationalité. On ne peut pas s'engager dans un processus d'intégration régionale si les États n'acceptent pas d'abandonner une partie de leur souveraineté au profit de l'organisation régionale. Cela est d'autant plus difficile à comprendre que certains des pays membres de la CEDEAO, dans leur constitution, ont mis cette règle, ont plutôt inséré dans leur constitution cette règle. Si vous prenez la constitution sénégalaise aujourd'hui, elle donne le pouvoir aux autorités sénégalaises, aux organes sénégalais de travailler en vue de l'intégration régionale et d'abandonner la souveraineté du pays. Et pourtant, les autorités sénégalaises, pratiquement, ne font rien pour aller dans cette direction-là. Je vous ai parlé, par exemple, des décisions de la CEDEAO. Cette question de la supranationalité est pour moi une question fondamentale qu'il ne faudra pas, parce que tant qu'on ne réglera pas cette question-là, on ne pourra pas avancer sur la question de la sécurité. La deuxième question, c'est que je n'ai pas pu l'aborder, mais peut-être que dans les débats, on l'abordera de façon plus claire. Vous savez, quand on envisage l'intégration régionale, on doit l'envisager de la façon la plus large possible. Ce n'est pas seulement une intégration économique, ce n'est pas seulement une intégration politique, c'est aussi une intégration sécuritaire, c'est aussi une intégration dans tous les aspects de la vie sociale. Et jusqu'à présent, bien que la CEDEAO ait adopté des traités sur les questions sécuritaires et autres, on n'a pas vu ces derniers temps la CEDEAO vraiment travailler dans cette direction. Ou même si elle a voulu travailler dans cette direction, il y a eu un impact négatif de la part des acteurs étrangers qui continuent d'influencer, et ça c'est le quatrième point de mon intervention, qui continuent d'influencer le processus d'intégration africaine. Tant que en Afrique de l'Ouest, la France, les États-Unis, la Chine, l'Europe de manière générale continueront d'avoir une influence forte sur le fonctionnement de notre institution, on ne pourra pas travailler en vue de l'intégration économique. Et c'est même paradoxal parce que la CEDEAO a été créée parce que les États voulaient mettre un terme à l'influence des puissances étrangères sur le continent. Et actuellement, ce sont ces influences-là qui risquent de vraiment mettre en mal cette intégration économique. Ça, c'est vraiment un point important qu'il faut souligner.
Et le dernier point que je soulignerai, c'est que dans ce fonctionnement que j'ai décrit, vous n'avez pas eu des éléments d'information sur le rôle et la place des populations, non seulement dans le fonctionnement régulier des institutions, mais aussi dans le contrôle de l'exercice des pouvoirs par les autorités communautaires. Je pense que le temps est venu pour qu'on puisse vraiment repenser la CEDEAO de manière à ce que les populations, l'action des populations puisse jouer un rôle. Cela est d'autant plus important que si vous prenez le concept de citoyenneté communautaire, c'est une invention de la CEDEAO. La notion de citoyen communautaire, elle a été inventée par la CEDEAO, mais c'est l'Union européenne qui lui a donné ses lettres de noblesse. En 1982, le protocole de 82 a créé la citoyenneté communautaire. En Europe, c'est en 92, par le traité de Maastricht, qu'on a créé la citoyenneté européenne. Mais aujourd'hui, si vous comparez les deux systèmes, c'est en Europe où le concept a plus évolué, plus servi la cause des populations qu'en Afrique. Ça également, on devrait pouvoir y réfléchir, on devrait pouvoir faire en sorte que les populations. Par exemple, un conseil économique et social avait été prévu par le traité révisé de 93. Jusqu'à présent, ce conseil économique et social n'est pas entré en vigueur. On a un parlement ouest-africain. Peut-être que si les citoyens de la région arrivent à élire ces parlementaires, ces citoyens pourront plus exercer un contrôle sur le fonctionnement de ces institutions à travers ces parlementaires-là. Ça également, c'est un certain nombre de choses qu'il faudrait revoir de manière à ce que les citoyens puissent vraiment peser. Parce que ces derniers temps, ce qu'on a vu, c'est vraiment une sorte d'apathie, une sorte de complainte des populations contre leurs propres institutions, en estimant que ces institutions-là ne servaient plus leur cause, mais que ces institutions-là servaient d'autres causes, de l'élite, des puissances occidentales. Et ça, au niveau de la CEDEAO, on devrait transformer cela. Donc, patience, je vais juste conclure. Vous avez vu que c'était haché, mais les étudiants auront un PowerPoint sur lequel j'ai toutes les idées que je viens de développer. Ils les retrouveront là-dedans. Et je voudrais juste conclure en disant que la CEDEAO est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle peut aller dans la bonne direction comme elle peut aller dans la mauvaise direction. Elle peut aller dans la bonne direction si les États, les citoyens travaillent ensemble, notamment à travers la célébration du cinquantenaire de l'organisation qui aura lieu cette année, faire de ce cinquantenaire un moment non seulement de remise en cause, mais un moment de revitalisation de l'organisation. Mais elle peut aller dans l'autre direction si nos dirigeants, les États, s'arc-boutent encore sur un certain nombre de principes qui sont complètement désuets et s'ils pensent qu'ils peuvent continuer. Et le départ des 3 pays de l'AES, pour moi, c'est vraiment un signal fort. C'est un signal qu'il faut s'asseoir, repenser le fonctionnement de cette institution et faire en sorte que cette institution-là réponde aux ambitions, réponde aux attentes des populations qui sont, comme je vous l'ai dit, qui vivent dans l'une des régions les plus pauvres du monde et qui est pourtant une des régions les plus riches d'Afrique. Et sur ce paradoxe-là, les populations doivent pouvoir vraiment agir, faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest puisse vraiment aller dans le sens de transformer le continent, aller dans le sens de faire en sorte que l'intégration économique, l'intégration politique puisse vraiment servir les populations, puisse vraiment aider les populations à sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Merci pour votre aimable attention. J'espère que je n'ai pas, comment dirais-je encore, fait plus de temps que vous m'avez accordé. Merci.
C'est parfait, Monsieur Khan. Merci beaucoup pour votre présentation qui était riche en informations. Avant de laisser le temps à nos participants d'intervenir, de soulever certains points ou de poser leurs questions, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dès le départ de votre intervention. Alors, c'est quelque chose que j'ai souligné. Vous avez dit que les organisations évoluent. Effectivement, les organisations évoluent, elles ne sont pas statiques. Dans le cas de la CEDEAO, c'est d'autant plus vrai parce que au départ, elle était une organisation à caractère économique. Aujourd'hui, elle a élargi ses domaines d'intervention. Alors, à votre avis, dans quelle mesure la transformation progressive de la CEDEAO reflète l'évolution des défis régionaux dans la sous-région? Ça va être ma première question. Vous savez, au départ, l'idée, c'était de vraiment faire en sorte que la division née de la colonisation entre Afrique francophone, lusophone et anglophone, que cette division en Afrique disparaisse et que les États africains se réunissent pour vraiment travailler ensemble pour faire de la région une des régions où le développement économique et social pouvait être. Et que ce développement reflète l'ambition des pères fondateurs du panafricanisme et autres. Mais peu de temps après, on a été rattrapé par un certain nombre de problèmes qui ont montré que la région de problèmes que la région devait nécessairement régler si elle voulait aller dans cette direction. C'est d'abord les conflits. Il a même fallu à l'époque créer un mécanisme qu'on appelle l'ECOMOG pour vraiment gérer les crises de la Sierra Leone, les crises du Libéria et beaucoup d'autres crises que la région a connues. Vous n'oubliez pas qu'il y a eu 2 guerres entre le Mali et le Burkina Faso et autres. Et ça a été vraiment quelque chose d'important que la CEDEAO, sur laquelle la CEDEAO a travaillé et sur laquelle la CEDEAO est parvenue à obtenir des résultats. Et je dois le dire, sans intervention étrangère. Le Nigeria, en tant que puissance régionale, a vraiment pesé de son poids pour régler les guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone à l'époque. Et ça, c'était un acquis fondamental de la CEDEAO, mais qui, aujourd'hui, on ne peut pas considérer comme un acquis parce que, si vous avez vu la crise au Sahel central, la CEDEAO était totalement absente. Deuxième élément fondamental, c'est la démocratisation des sociétés ouest-africaines. À partir des années 90, avec les conférences nationales, vous savez que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a inauguré l'ère des conférences nationales, mais c'est lié au fait que, lié au basculement qui a été observé à partir de 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et ça également, la CEDEAO a tellement travaillé, a tellement agi qu'il y a eu des textes qui non seulement ont permis de régler un certain nombre de problèmes démocratiques dans la région, mais c'est des textes qui ont même servi à l'élaboration de textes au niveau continental, comme le protocole sur la bonne gouvernance de 2001 qui a été adopté à Dakar. C'est ce protocole qui a servi à l'élaboration de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ça également, c'est un des acquis, mais je mettrais acquis entre guillemets parce que aujourd'hui, on est en train d'assister vraiment à un recul dans ces domaines-là. Non seulement au plan sécuritaire, on a des difficultés, mais au plan de la démocratie, les règles que la CEDEAO s'est données en 2000 et qui ont servi à mettre en échec, par exemple, les tentatives de prise de pouvoir à la mort du président Eyadema en 2005 et autres, mais ces gains-là, on les a perdus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la période des 3e mandats et la CEDEAO est incapable de se donner de règles ou de faire respecter un certain nombre de règles. Ça également, c'est un certain nombre de problèmes qu'on est en train de vivre. Et n'oubliez pas que nous entrons, et ça j'aurais même pu l'indiquer tout à l'heure, nous entrons dans une ère nouvelle de développement du système capitaliste. C'est le capitalisme numérique.
Et dans ce truc de capitalisme numérique, la CEDEAO n'est pas du tout préparée. L'Afrique même, de manière générale, n'est pas du tout préparée. Vous avez, d'un point de vue économique, nous allons être dominés sur les questions numériques, sur toutes les autres questions. Le numérique va peser de son poids dans le fonctionnement de nos États et nous ne contrôlons absolument rien. Ça également, pour moi, c'est vraiment un sérieux problème que l'on doit mettre en exergue. Et ça montre que si la CEDEAO n'est pas transformée, si les institutions ne sont pas repensées, si la philosophie qui est à la base de la création de cette CEDEAO n'est pas renouvelée, on risque de se retrouver dans une situation totalement difficile. Et pour moi, ça, c'est le fondement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est les idées qui aident à faire avancer le monde. Et ces idées-là, aujourd'hui, la CEDEAO en manque pour vraiment faire avancer la cause de l'intégration régionale. Dans l'une de vos recommandations, les points que vous avez soulignés, c'était l'influence extérieure qui pèse encore sur le processus d'intégration. Alors moi, je voudrais renchérir en ce qui concerne la question du financement, étant donné que les institutions, et ce n'est pas un point qui est propre à la CEDEAO, parce que nos institutions, que ce soit l'Union africaine ou les autres institutions régionales, sont encore assujetties à l'apport financier extérieur. Et c'est ça qui, en fait, entrave leur marge de manœuvre sur les décisions qu'elles doivent prendre. Moi, la question que je vais poser concernant, sachant tout cela, est-ce que la CEDEAO a les moyens de rectifier le tir, de financer ces réformes pour pouvoir avoir plus de leadership dans la sous-région et pour pouvoir reprendre en fait sa place et servir les missions qui étaient la sienne à sa création? Très très bonne question, Patience, parce que vous me permettez par la même occasion d'aborder une question qui était sur mon papier et que je n'ai pas pu aborder, c'est la question du financement. La CEDEAO a joué un rôle pionnier sur le continent africain en matière de financement. Après la réforme de 1993, la CEDEAO a présenté une formule qui a été, à l'époque, une formule très révolutionnaire pour financer les institutions régionales. C'est un prélèvement communautaire sur les importations et sur les exportations de tous les pays de la communauté et qui était versé directement à la communauté. Et la CEDEAO fait partie de ces institutions qui n'utilisaient même plus le dollar comme unité de compte au niveau de la CEDEAO. Le budget de la CEDEAO n'est jamais présenté en dollars. Le budget de la CEDEAO est toujours présenté en droits de tirage spéciaux. Et ça, c'est fait à dessein pour montrer à quel point la CEDEAO voulait avancer rapidement. Et ce système de financement a même été copié par l'Union africaine lors de la dernière réforme qui a commencé à partir de 2016 avec Paul Kagame comme étant coordonnateur. Et la CEDEAO, quand elle a mis en place ce système nouveau, arrivait à financer à plus de 95% son budget annuel grâce à ces prélèvements-là. Seuls 5% de son budget venait de la contribution des institutions étrangères. Mais vous savez, puisque vous avez lié ça à l'influence étrangère, l'influence étrangère, ce n'est pas seulement au niveau du budget. L'influence étrangère, c'est aussi au niveau de l'action des États. Et pour vous donner une petite idée de cette influence étrangère qui dépasse le niveau des questions budgétaires, c'est la question sécuritaire dans le Sahel central. Au moment où la CEDEAO était pratiquement sur le point de préparer, de mettre en place une stratégie pour lutter contre ce qu'ils appellent les groupes terroristes et autres dans le Sahel, les pays occidentaux qui avaient leur propre intérêt dans le Sahel, à travers le G5, se sont non seulement opposés à cette stratégie que la CEDEAO voulait mettre en place, mais ont tout mis en œuvre pour que le G5
ait précédence sur la CEDEAO dans la gestion de la crise sécuritaire au Sahel. Ça va au-delà du budget. Et d'ailleurs, même en termes de budget, quand la CEDEAO voulait mettre en place un budget de 3 milliards pour financer ces trucs-là, les Européens, eux, sont venus avec leur agenda, avec leur stratégie, mais qui n'a jamais été financé. Qui n'a jamais été financé. Donc, c'est vous dire que, en réalité, c'est pas seulement... Le budget, c'est toujours un élément important de la stratégie d'une organisation internationale comme la CEDEAO, mais cela va au-delà du budget. Les influences, comme je vous l'ai dit, de la CEDEAO, de la France, de l'Union européenne, demain ce sera éventuellement la Chine, ce sont ces influences-là qu'il faut diminuer. Et ces influences-là ne diminueront que lorsque les États eux-mêmes prendront conscience que l'agenda de l'intégration est 10 000 fois plus important que les agendas individuels que les États auront avec les, comment dirais-je encore, les puissances occidentales. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont failli aider à détruire le Nigeria. Est-ce que cela va dans le sens de l'intégration africaine? Quels sont aujourd'hui les pays qui travaillent pour la CEDEAO ou qui travaillent pour le compte de leur agenda personnel en relation avec les puissances étrangères? Ça, c'est une question que l'on devrait poser. Vous savez, le départ de la France aujourd'hui est devenu un acquis, mais vous avez d'autres puissances qui sont en train d'arriver. Vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez les pays arabes, notamment les Émirats arabes unis et autres, qui utilisent leur puissance financière pour pouvoir peser sur les actions que l'organisation régionale est en train de faire. Mais comment ils le font? Ils le font à travers des États membres. Et c'est ça qu'il faudra aussi gérer, à mon avis, et faire en sorte que cette région-là puisse vraiment non seulement mettre en avant son agenda, non seulement défendre cet agenda, mais tout mettre en œuvre pour que cet agenda-là soit appliqué. Et quand il le fera, vous verrez que les moyens suivront. Ce n'est pas une région qui est pauvre, ce n'est pas une région qui manque de ressources, mais c'est une région dans laquelle la volonté politique de mettre en œuvre un agenda communautaire, un agenda qui reflète les ambitions, qui reflète les intérêts de la région, c'est là où le bas blesse. Et on devrait travailler, surtout vous les universitaires, vous devriez mettre en exergue ces éléments-là à travers les recherches que vous menez pour qu'une prise de conscience se fasse au niveau de la région et qu'on puisse travailler maintenant pour vraiment mettre en avant les intérêts de la région au détriment des intérêts des autres puissants et faire en sorte que la cause de l'intégration africaine. Parce que sans cette intégration africaine, sans cette unité africaine, il n'y a pas de cause africaine à défendre. D'accord, parfait, Monsieur Khan. Alors, je vais passer aux questions du chat. On a déjà deux premières questions de Monsieur Mohamed Dien, qui vous remercie, professeur, et il dit « Quelles ont été les actions concrètes mises en œuvre par la CEDEAO pour répondre aux défis sécuritaires, surtout le terrorisme ?» Donc, je répète la question. Quelles ont été les actions concrètes mises en œuvre par la CEDEAO pour répondre aux défis sécuritaires, surtout le terrorisme? Et sa deuxième question, c'est quel impact suite au départ des États de l'AES, donc impact économique, coordination des efforts en matière sécuritaire, etc. Donc, quel impact suite au départ des États de l'AES? Ok. Alors, sur la question du terrorisme, je pense qu'il est important de mettre en exergue deux choses. La première chose, c'est de dire que ce que beaucoup de pays européens appellent terrorisme, c'est d'abord des crises internes à l'intérieur des États. Si vous prenez le cas du Mali, ce qui se passe au Mali, bien sûr, c'est des actes qu'on peut qualifier d'actes terroristes, mais c'est des actes qui ont été commis par des citoyens maliens contre leur propre population. Amadou Koufa, qui est le chef de la Katiba Massina, il est malien.
il est de la région de Mopti. Les chefs Touaregs qui se battent et à Kidal ou bien dans d'autres régions du Mali, ce sont des Maliens. Donc, ces questions-là, ce sont des questions internes à ces sociétés-là, et ce sont des questions qui mettent en exergue un certain nombre de problèmes que j'avais soulignés tout à l'heure, surtout les questions de discrimination et autres. Vous prenez, et je reviens sur le cas de Amadou Koufa. Amadou Koufa, dans la communauté Peul du Mali, c'est un esclave. Amadou Koufa a pris les armes contre sa propre communauté parce qu'il n'accepte plus le statut d'esclave au Mali. La même que beaucoup d'organisations Touareg qui ont pris les armes, parce que bon, c'est une région où le Sahara a toujours été une région de tous les trafics, notamment le trafic des armes légères. Ces Touaregs-là, surtout avec la fin de la guerre civile algérienne, ont trouvé les armes et ont décidé de combattre leur pouvoir. Donc, les problèmes de terrorisme, c'est des problèmes internes aux États et qui doivent pouvoir trouver leurs solutions, non seulement à l'intérieur des États, mais aussi sur la base d'une coopération sécuritaire entre tous les États. C'est la même chose au Niger, au Burkina Faso, puisque si vous regardez la partie du Mali où les gens se sont rebellés, de l'autre côté, c'est la frontière, c'est le Burkina Faso, et vous avez aussi une partie du Niger. Donc, et de ce point de vue-là, la CEDEAO a depuis très longtemps engagé ces trois États-là pour qu'ils commencent à mettre en œuvre des stratégies, des actions de lutte contre la pauvreté, de lutte contre ces discriminations-là, de manière d'agir. Ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, je vous l'ai dit tout à l'heure, la CEDEAO a adopté, et je peux même j'ai même par devers moi, attendez, je veux vous donner, parce que beaucoup de gens pensent que la CEDEAO n'a absolument rien fait sur les questions sécuritaires. En octobre 2015, la CEDEAO a adopté une stratégie Sahel de la CEDEAO. Et ce document de travail et le projet a été révisé en 2016. Et ce programme de travail consistait précisément à travailler avec les États du Sahel pour vraiment trouver une solution aux crises multiformes que ces pays-là rencontrent. Les États européens qui avaient des forces présentes au Mali, au Niger et au Burkina s'y sont opposés. Et tout a été fait avec la complicité des dirigeants de ce pays pour que la stratégie de Sahel de la CEDEAO ne puisse pas être appliquée. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, que si cette stratégie-là n'a pas été appliquée, c'est en grande partie en raison de la collusion qu'il y avait entre les puissances occupantes de l'époque et les dirigeants de ces pays-là. Bon, beaucoup, finalement, ont perdu le pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina. Mais c'est ça qui explique aussi cette situation-là. Donc, vous voyez que, et pour les pays occidentaux, le terrorisme est un moyen facile de pouvoir intervenir dans nos pays, de pouvoir agir parce qu'ils disent ce sont des pays qui se trouvent un peu à leur frontière australe et donc s'ils agissent sur le terrorisme ici, ils vont pouvoir... Alors que derrière cette idée d'agir sur le terrorisme, il y avait plusieurs autres agendas. La question de la migration, par exemple, au Niger, c'était un des arguments que les puissances européennes avaient mis en avant pour collaborer plus étroitement avec les dirigeants du Niger. Donc, je veux dire par là à la personne qui a posé la question que derrière le mot terrorisme, il y a plusieurs choses et que des efforts ont été vraiment faits au niveau de la CEDEAO pour agir dans ce sens. Et je pense particulièrement au président de la commission, Désiré Ouédraogo, qui avait tout mis en place. C'est son départ à la tête de la CEDEAO qui a coïncidé avec la non-application de la stratégie qu'il avait développée. Alors, quant à l'impact du départ des pays de l'AES, donc, vous savez, la première chose que je voudrais dire, c'est que
dans tout mariage, un divorce est toujours une mauvaise chose. Que 3 pays, membres fondateurs de la CEDEAO, décident de quitter cette organisation régionale est en soi un échec pour l'institution régionale. Bon, maintenant, leur départ, quand même, a un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est, comme je l'ai dit au début, à l'entame de cette présentation-là, que ça coupe l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique du Nord. Vous savez, il y avait l'Afrique de l'Ouest avait une frontière naturelle avec l'Afrique du Nord. Maintenant, elle n'a plus de frontière avec l'Afrique du Nord à cause du départ de ces 3 pays du Sahel. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que 54% du territoire de la CEDEAO est perdu avec le départ de ces 3 pays. 20% de la population de la CEDEAO part avec ces 3 pays. Mais d'un point de vue économique, ces pays-là ne pèsent pas beaucoup. Ils pèsent même pas 20% du produit intérieur brut de la CEDEAO. Mais cela ne veut rien dire parce que c'est une région où depuis 50 ans, les gens vivent ensemble et subitement, une séparation intervient et ça va vraiment peser sur la libre circulation des personnes, sur, comment dirais-je encore, la libre circulation des biens. Et certains pays du littoral vont devoir réviser leur stratégie, à commencer par le Sénégal. 80% de l'activité économique au Sénégal est en direction du Mali. Le port de Dakar ne vit pratiquement que grâce à l'activité économique au Mali. Quand le Mali a des problèmes économiques, le port de Dakar le ressent. Ça va être un problème très sérieux pour le Sénégal. De la même façon aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a non seulement des relations économiques avec le Mali, mais elle a aussi des relations économiques avec le Burkina Faso. Pour le moment, puisque tous ces pays-là sont aussi membres de l'UEMOA, on ne va pas trop sentir cette difficulté-là parce qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres règles qui permettent que les rapports puissent continuer comme avant. Mais pour un pays comme le Niger, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que 80% de l'énergie du Niger vient du Nigeria. Pratiquement toute l'activité économique du Niger, du fait de la structure de sa population, majoritairement Hausa et qui est aussi liée aux populations Hausa du Nigeria, ça va poser de sérieux problèmes. Le Ghana également a des relations assez poussées avec le Burkina Faso. Ça également, il y aura énormément de difficultés à ce niveau-là. Donc, pour répondre à cette question, l'impact sera aussi bien négatif pour les pays qui quittent, mais l'impact est aussi négatif pour la CEDEAO en tant qu'organisation régionale. Et le fait que les dirigeants de la CEDEAO se soient donné un peu de temps pour voir venir les événements, pour voir gérer la crise, pour moi, est un indicateur important que, pour le moment, aucune solution claire n'est en vue. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, les États de l'AES et la CEDEAO ne se sont pas assis autour d'une table pour vraiment discuter de la meilleure façon d'organiser la séparation. Et comme la crise du Brexit l'a prouvé, même une sortie ordonnée, organisée, peut encore nous poser beaucoup de surprises. Vous avez vu que les difficultés que le Royaume-Uni et les pays européens ont rencontrées malgré la signature d'accords montrent que sortir d'un système économique qui a duré pendant plus de 50 ans n'est pas aussi facile que quitter la maison du père et aller chercher une maison ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais lire un commentaire d'un participant, Yann Moubier, qui vous remercie. Donc, je lis son commentaire. Merci, Monsieur Khan, pour les informations inédites que vous mettez
à la disposition du public. Par exemple, le G5 Sahel qui venait percuter l'initiative de la CEDEAO et in fine s'y opposait vigoureusement par des préoccupations mercantiles des impérialistes. Donc, vous avez souligné cette question-là en revenant sur l'influence extérieure qui va au-delà du budget, mais qui touche aussi l'action des États et des initiatives des États et de l'organisation. Donc, je vais passer à deux questions. En fait, c'est deux questions en une, hein. Donc, qui pose la question de la pertinence de la CEDEAO au regard de ce qui se passe actuellement en actualité, donc le départ de l'AES, les difficultés de la CEDEAO à respecter ses missions et donc la question en fait c'est quelle est la pertinence de maintenir la CEDEAO si elle n'a pas les moyens de sa mission et que les États membres eux-mêmes ne respectent pas les règles de l'institution communautaire. Ça, vraiment, c'est une question très importante à laquelle je n'ai pas toutes les réponses et à laquelle nous tous devrions nous y, à la recherche de la réponse, à laquelle nous devrions tous nous y atteler. L'intégration régionale, au début j'ai essayé de l'expliquer, c'est vraiment le salut pour tous nos pays. Nos pays ne peuvent pas aller seuls vers le développement économique et social. Nos pays ne peuvent pas aller seuls vers une transformation systémique comme on l'appelle maintenant au Sénégal. C'est en allant ensemble, en travaillant ensemble, en construisant ensemble la Maison Afrique que nous pourrons faire en sorte que l'Afrique soit un acteur important des relations internationales. La CEDEAO, c'est comme on dit, un des piliers de l'intégration régionale continentale, l'intégration continentale africaine, qui est aujourd'hui matérialisée par l'agenda 2063. Si la CEDEAO arrive à réaliser son agenda, c'est vraiment un coup de pouce important à la réalisation de l'agenda 2063, à la réalisation d'une Afrique unie, d'une Afrique qui peut jouer un rôle dans les relations internationales. N'oublions pas que c'est parce que nous sommes divisés que l'Afrique ne constitue même pas 1% du commerce mondial et n'a aucune place dans les relations internationales. Si vous n'avez pas de place dans les relations internationales, les gens vont vous utiliser, mais vous ne pourrez jamais faire en sorte que vos intérêts puissent être défendus. Donc l'idée de travailler pour l'intégration régionale, c'est une idée de faire en sorte que l'Afrique puisse compter dans les relations internationales. C'est une idée pour que l'Afrique puisse vraiment jouer un rôle aussi éminent que le rôle que les autres continents jouent dans les relations internationales. Nous avons la population nous avons les ressources. Ce qui nous manque, c'est vraiment l'agenda et ce qui nous manque, c'est la volonté d'y aller. Et ça, il faut que nous y travaillions. Cette génération nouvelle-là que vous représentez, elle aura la responsabilité de prendre en charge cet agenda-là. Vous avez vu que les pères fondateurs, ils ont essayé de tout mettre en œuvre. Tout ce qui était pour que l'Afrique puisse jouer un rôle important dans les relations internationales ont été peu ou prou éliminés au niveau de leur pays. Pour prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, je vous citerai 3 ou 4 exemples. Kwame Nkrumah, en 1957, le Ghana arrive à l'indépendance. En 1966, il est éliminé à travers un coup d'État. Modibo Keïta, en 1960, il prend les destinées du Mali. En 1968, il est éliminé. Thomas Sankara, il a pris le pouvoir. C'était un des militaires les plus engagés, un jeune qui a tout mis en œuvre. En 1987, il a été éliminé. Donc, tous ceux qui ont... Et ces 3 dirigeants que je vous ai mentionnés, leur agenda, ce n'était pas seulement de travailler pour l'intégration africaine, c'était aussi de transformer fondamentalement la structure et les méthodes de fonctionnement de nos États. Nos États, il faut se le dire, sont des constructions coloniales et nous n'avons rien fait pour les transformer après l'accession de nos pays à l'indépendance. On ne peut pas aller à l'intégration avec ces structures-là.
Parce que ces structures-là ont été mises en place par nos anciennes puissances coloniales. Et nos anciennes puissances coloniales continuent de jouer sur ces institutions-là, sur ces structures étatiques-là, qu'ils contrôlent, qu'ils maîtrisent, pour pouvoir nous empêcher d'aller de l'avant. Donc, transformer, pour que nous puissions aller à l'intégration, il nous faut aussi transformer nos États. Comment transformer nos États? Ça, c'est vraiment une des tâches, à mon avis, que la génération que vous présentez, Patience et autres, doit prendre en charge. Et la transformation de l'État, c'est la transformation de l'État dans la façon de penser l'État, dans l'idéologie qui fonde le fonctionnement de l'État et dans la manière d'opérer nos États, d'opérer de nos États. Et ça, tant qu'on ne le fera pas, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Les États francophones que je connais les mieux, si vous prenez leurs textes constitutionnels, tous les textes ont été copiés. C'est du copier-coller avec la Constitution française. Les structures étatiques qu'on avait jusqu'à présent, ce sont des structures étatiques qui sont totalement copiées du système colonial. Comment voulez-vous que l'on puisse être nous-mêmes toujours en utilisant la chose de l'autre? Ça me rappelle même ce truc de cette pensée africaine qui dit que quand tu es assis sur la natte de l'autre, tu dois considérer que tu es toujours assis par terre. Jusqu'à présent, on est assis sur la natte de nos anciennes puissances coloniales. Il nous faut tisser notre propre natte, il nous faut aller agir dans cette direction-là et faire en sorte que le fait. Et donc, les difficultés de la CEDEAO, pour moi, il faut bien les saisir. C'est des difficultés parce que la CEDEAO, non seulement c'était un agenda important, comme je vous l'ai dit, l'agenda de la CEDEAO date de la période coloniale, date de la 5e édition du truc panafricaniste. Donc, c'est vous dire que ça a été bien pensé. Mais ceux qui sont contre la CEDEAO sont non seulement nombreux, mais ils ont aussi des partisans à l'intérieur de nos États qui occupent des positions de pouvoir qui leur permettent de ne pas faire prospérer cet agenda communautaire. Et donc, ces difficultés-là sont nombreuses, mais je dirais que ces difficultés-là ne sont pas insurmontables. Elles ne sont pas insurmontables. Et pour moi, comme je l'ai dit dans la conclusion, on célèbre cette année le cinquantenaire de la CEDEAO. 50 ans dans la vie d'une institution, elle est importante. Ça nous permet de faire le bilan, mais ça permet aussi à la nouvelle génération qui va présider aux destinées de ce continent dans les 25 et 50 années à venir, de se donner, de vraiment marquer son empreinte, marquer de son empreinte la stratégie à venir. C'est-à-dire stratégie visant à faire en sorte que l'on abandonne une partie de nos souverainetés à cette institution et que l'on fasse en sorte que cette institution-là puisse vraiment servir la cause du continent, que cette institution puisse, par exemple, relier Dakar à Abuja, relier, comment dirais-je, Niamey à Conakry, faire en sorte que les infrastructures qui sont nécessaires à une meilleure circulation des personnes et des biens, que ces infrastructures-là soient en place, que d'ici 50 ans, que tous les Africains aient l'électricité, d'ici 50 ans, que tous les Africains aient l'eau, que tous les Africains soient à l'école, que tous les Africains puissent avoir bénéficié d'une santé, enfin de structures de santé qui vont les aider à vraiment servir leur pays. Ce sont ces agendas-là qui doivent être les agendas de la CEDEAO. La CEDEAO, il y a beaucoup de stratégies que la CEDEAO a mises en place, mais aucun des États, comme je l'ai dit dans mon propos, n'a travaillé de sorte que ces stratégies adoptées au niveau régional puissent être reflétées dans les politiques nationales. Est-ce que je serais même sûr qu'aucun de vous ne savait qu'au niveau du Sénégal, il y a une cellule nationale CEDEAO qui est basée ici à Dakar, dont le rôle est justement d'aider tous les citoyens à communiquer plus efficacement, plus étroitement avec la CEDEAO. Pour moi, ça c'est un premier point.
Le deuxième point sur lequel on devrait travailler, et ça c'est la tâche de tout le monde, c'est de repenser la citoyenneté communautaire. Cette idée de citoyenneté communautaire, pour moi, c'est vraiment une ressource extraordinaire. Parce que c'est quoi la citoyenneté communautaire? D'abord, que nous sommes tous les mêmes, que nous avons tous les mêmes ambitions pour notre région et que nous travaillons tous pour que notre région avance. Mais comment utiliser cette citoyenneté pour qu'elle puisse être au service de la communauté? C'est d'abord que les citoyens puissent avoir d'autres mécanismes pour peser sur le fonctionnement de la CEDEAO. Il n'est pas nécessaire, par exemple, que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une mesure de la CEDEAO, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec une mesure qu'un État a prise en application d'une décision de la CEDEAO, que vous allez à la Cour de justice de la CEDEAO. C'est cher, c'est compliqué, alors qu'il faudrait mettre en place d'autres mécanismes qui permettraient aux citoyens de se faire entendre facilement et rapidement par les institutions de la CEDEAO. Nous avons un Parlement de la CEDEAO. Pourquoi ne travaillerons-nous pas à faire élire au suffrage universel direct ces parlementaires au niveau de nos États? Parce que si cette élection est faite, les citoyens se reconnaîtront dans les institutions de la CEDEAO, parce qu'ils ont des représentants au niveau. Et que ce Parlement de la CEDEAO puisse adopter le budget de la CEDEAO, peser sur le fonctionnement des institutions, puisse faire beaucoup d'autres choses, telles que nous le voyons dans d'autres systèmes régionaux. Quand on parle du Parlement européen aujourd'hui, c'est un Parlement qui fait beaucoup de choses, qui arrive même à stopper des actions qui sont entreprises par les États et autres. Mais nous, au niveau de notre région, nous sommes incapables de pouvoir faire cela. Donc, de ce point de vue-là, il y a des réformes importantes à mettre en place. Il y a des structures nouvelles qu'il faut créer dans le cadre de la citoyenneté ouest-africaine. Et ça, nous devons tous y travailler pour que les choses avancent. Et un dernier point que j'aimerais souligner, bon, ce n'est pas le juriste qui vous parle, mais c'est aussi le citoyen de la CEDEAO qui parle. On a une cour de justice qu'on doit renforcer. C'est la structure la plus populaire de la région. C'est celle qui a le plus de légitimité au niveau de la région. Mais c'est une structure qui fonctionne vraiment de manière artisanale. Imaginez, pour une population de près de 500 millions d'habitants, on a 5 juges au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ces 5 juges qui reçoivent en moyenne presque 100 à 150 affaires par an. Si on veut que les règles de la CEDEAO soient appliquées, il faut non seulement avoir au minimum 15 juges, un juge par pays, et faire en sorte que les décisions de cette Cour de justice puissent être non seulement appliquées dans les pays et que la CEDEAO se donne les moyens de faire en sorte que toutes les décisions de la Cour de justice soient appliquées. Je vous donne juste ici un élément de comparaison. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, en Pologne, les politiciens avaient décidé de pratiquement mettre au pas la Cour suprême de la Pologne. Les institutions européennes ont été utilisées pour forcer la Pologne de ne pas s'engager dans cette réforme de la Cour suprême. Les dirigeants polonais s'étaient entêtés et l'Union européenne est allée jusqu'à menacer de suspendre toute aide à la Pologne si la Pologne ne revenait pas sur cette décision. Et la Pologne a dû finalement obtempérer. Elle a pu accepter. Alors si l'Union européenne peut peser tant sur les actions néfastes de ces États membres, mais pourquoi pas nous? D'autant plus que nous avons commencé à travailler sur ces questions bien avant eux. Donc, il faut vraiment que nous puissions agir dans cette direction-là. Et j'espère que les jeunes étudiants que vous êtes, vous pourrez vraiment réfléchir sur, à travers vos thèses, à travers les rencontres que vous pourriez organiser dans le futur, vraiment pour que ces questions-là soient des questions à l'ordre du jour et que l'on puisse travailler pour transformer totalement le fonctionnement de nos institutions-là.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Khan. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Je vois que les questions continuent à augmenter, mais je pense qu'on va mettre un terme à notre conférence maintenant. Je vais juste rappeler les points que nous avons abordés dans le cadre de ce séminaire. Donc, nous avons tenu ce séminaire sous le titre de la généalogie, les succès et les revers de la CEDEAO. Donc, nous avons vu comment la CEDEAO elle est née, quels sont les points positifs que la CEDEAO a apportés à la sous-région. Donc, l'un des points positifs, ce serait la libre circulation des biens et des personnes, la carte d'identité de la CEDEAO. Et l'un des défis qui persistent à l'intégration au niveau de la CEDEAO, c'est la question de la souveraineté. Les États qui sont encore jaloux de leur souveraineté et qui freinent le processus d'intégration. Et l'autre point d'amélioration, c'est la prolifération d'institutions régionales. Je rappelle que M. Khan a fait des observations, a fait des recommandations pour pouvoir justement améliorer ce processus d'intégration. Donc, je vais dire quelques recommandations que M. Khan a fait, c'est de régler la problématique de supranationalité, élargir les domaines d'intégration et puis régler la problématique de l'influence extérieure qui pèse encore sur le processus d'intégration. Donc, nous voilà à la fin de notre séminaire. Je tiens à remercier tous les participants pour vos apports, vos commentaires, vos questions. Pour les questions que je n'ai pas pu transmettre à M. Khan, je prie toutes les personnes de contacter le LAFPAC, peut-être entrer en contact avec M. Khan. Et M. Khan, moi, je tiens à vous remercier très personnellement et chaleureusement d'avoir accepté de partager votre expertise avec notre communauté académique. Et merci encore à tous les participants qui ont enrichi notre réflexion. Voilà, avec vos questions tout aussi pertinentes les unes que les autres. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochain séminaire. Je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Khan, si vous avez quelque chose à dire pour boucler notre séminaire. Alors, deux ou trois choses. La première chose, c'est d'abord féliciter le groupe que vous constituez pour cette belle initiative. Vous avez vu, je n'ai pas voulu avoir une approche très académique, très théorique, parce que je pense qu'il est toujours utile d'amener les étudiants que vous êtes à élargir les champs d'analyse. Et moi, j'ai essayé d'apporter, à travers une approche historique de la CEDEAO, mettre en exergue un certain nombre de points. Ça, je pense que ce genre de rencontre, surtout pas très théorique, très pratique, très concret, pourrait vraiment aider les étudiants à élargir leur champ d'analyse, mais aussi aider les étudiants à approfondir la connaissance de la CEDEAO. Vous savez, voilà une institution en dehors, je dis en dehors de la thèse que celui qui a créé la CEDEAO, l'ancien président Yakubu Gowon a écrit une thèse sur la CEDEAO. En dehors de la thèse de la CEDEAO, il n'y a pas un seul document où on trouve l'histoire de la CEDEAO. C'est une histoire à écrire et je pense que les étudiants que vous êtes pouvaient travailler à écrire cette histoire-là. L'histoire ancienne, mais aussi l'histoire moderne. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que cette plateforme que vous avez créée, Patience, pour moi, est vraiment nécessaire. C'est par le dialogue, c'est par les échanges avec différents acteurs qu'on peut s'enrichir. On peut mieux comprendre le fonctionnement de nos sociétés et on peut mieux cerner les problèmes, les difficultés que nos sociétés rencontrent. Et en dernier lieu, je voudrais vraiment remercier le LASPAD pour cette approche pluridisciplinaire parce que ce n'est pas seulement un truc de politiste, c'est tous les autres sciences qui sont concentrées à l'Université de Saint-Louis qui sont concernées. Et j'espère que par cette démarche, par les autres ateliers que vous allez organiser, vous allez vraiment contribuer à animer l'espace universitaire. L'espace universitaire a besoin d'animation. Ce ne sont pas les grèves, ce ne sont pas les autres qui doivent occuper le plus les étudiants. Ce sont ce genre de rencontres, ce sont ce genre de débats qui doivent non seulement commencer ici, mais qui vont s'étendre dans les autres cercles universitaires
pour que nous puissions vraiment mieux comprendre nos sociétés, mieux comprendre nos institutions et peut-être pouvoir agir pour faire avancer la cause de nos citoyens. Voilà ce que je voulais dire encore une fois en vous remerciant de m'avoir invité et en espérant que ces débats-là vont continuer. Et je peux vous dire, garantir que je participerai aux autres débats que vous allez organiser. Merci encore une fois pour cette aimable attention. Merci à vous, monsieur, et passez une excellente soirée. Au revoir et bonne soirée à tous les participants, à tous. Merci.